Mesdames, Messieurs, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de Beffroi-Vision. Commençons avec les titres de cette semaine. Le festival Zik en Stock fête ses 20 ans. Une conférence sur Camille Desmoulins, une nouvelle exposition à l'Office du tourisme, l'exposition Playmobil de Bertry et bien sûr les traditionnelles archives de Beffroi-Vision. Cette année, le festival Zik en Stock fête ses 20 ans. Avec 3 jours de concerts et 21 groupes présents, un succès grandissant qui réunit de plus en plus de festivaliers, et ce, à travers toute l'Europe. Écoutons Loïc Manès, qui vous en dit plus. Un reportage rempli en décibels avec André Biangou et Claude Delcourte. Il y a combien de groupes qui sont présents ici? Alors aujourd'hui on accueille 6 groupes, donc 6 groupes 100% français, donc c'est une grande première. Parce qu'en général on mixe groupes étrangers et groupes français. Donc là on a voulu vraiment mettre en avant le punk français pour la 20e édition, l'édition anniversaire. Donc voilà, donc on accueille vraiment, on va dire, je vais pas le dire comme ça fait prétentieux, mais vraiment le gratin du gratin du punk français, donc les Shérifs, les Ramoneurs, les Tagada, Los Tres Puntos, Scarface, Broken Bomb. Donc voilà, donc c'est une soirée, je pense que comme vous l'avez remarqué, très réussie. Parce que je pense qu'en plus de fêter notre anniversaire, je pense qu'on fête aussi un record d'affluence. Parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde. Donc voilà, il faut le dire. Et donc en tout cas, merci au public de tout le temps être derrière l'association, de nous soutenir. Merci à la mairie aussi, parce que c'est vrai que sans eux, on ne serait pas là. Donc voilà, donc en tout cas, on est bien contents. Et il reste encore, une demi-journée plus 2 jours derrière. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et les groupes étrangers, ils n'ont pas répondu à votre appel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'était un choix de notre part. D'accord, c'est un choix de votre part. On voulait vraiment faire, pour les 20 ans anniversaire, faire vraiment quelque chose d'inédit, donc rassembler vraiment tous les meilleurs groupes de punk français. Et tout le monde a répondu au rendez-vous, donc forcément, les gens, en plus des groupes, on va dire que le public a répondu présent. D'accord. Alors là, on a des décibels là. Ah oui, ouais. Il y en aura encore tout le week-end, André. Ah. On va t'empêcher de dormir l'autre bout du cateau là. Non, mais très sincèrement. Et puis les Cartésiens, on les voit dans la foule, ils sont venus. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça fait quelques années que les Cartésiens participent aux festivités, donc c'est bien. C'est que finalement l'événement il commence à être reconnu, même au sein de la ville. Ça n'a pas été facile, parce que après je comprends. On peut aussi. Faut accepter aussi que parfois, des crêtes ça fait peur, ou un style de musique qui fait peur, un mode de vie qui fait peur. Mais je pense qu'on a fait nos preuves en tant qu'organisateur, et je pense que même le public aussi a fait ses preuves dans la ville, parce que je pense que ça apporte beaucoup aussi à la ville, tant dans la consommation qu'aussi dans le rayonnement, parce qu'on parle du Cateau aussi très loin dans la France et aussi en dehors de la France, parce que voilà, il y a beaucoup de public étranger aussi, on a des Anglais, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, donc voilà, donc c'est vrai qu'on propose quelque chose de différent, même en Europe, on n'est pas beaucoup. Alors après, faut toujours faire preuve d'humilité, on va dire, parce que voilà, on a du monde certes, mais
Mais on est vraiment sur un style de musique très ciblé et surtout assez rare en Europe. Donc forcément, quand on propose, les gens se déplacent, quoi. Voilà. Vous êtes reconnu internationalement parce que j'ai mon ami Momo qui est venu tout droit de Lille. On est Congo là. Alors, Congo avec nous, non, attends. Il est venu tout droit de Lille parce qu'il a appris. Il n'est jamais venu, hein, mais là il est venu. Alors, il est dans la foule. Hein, je ne peux pas le retrouver maintenant, mais bon. Alors, s'il y avait une conclusion à faire, ça serait quoi pour ce 20e anniversaire? Conclusion à faire. Je sais pas, après on est fiers quand même, hein. C'est une fierté quand même d'avoir réussi à tenir 20 ans, parce que finalement, des fois on dit 20 ans, mais 20 ans ça représente quand même 20 années. Oui. C'est un peu... C'est logique ce que je raconte, mais quand on fait le détail, quand on fait le détail, c'est 20 ans de mobilisation, voilà, travail acharné. Hein. De travail acharné, il faut fédérer, il faut aussi des bénévoles, donc déjà je les remercie parce que d'avoir autant de bénévoles autour, on est 70 quand même. Ah oui. Alors des bénévoles qui sont très investis, d'autres qui sont investis pour l'événement, mais c'est vrai qu'on compte avec nous une équipe quand même extraordinaire, des jeunes, des très jeunes maintenant. Donc j'espère qu'on va pouvoir à un moment donné passer le flambeau aussi à nos enfants, parce que c'est le but, hein, parce que le but c'est pas d'arrêter tout ça, je pense, parce que je pense que c'est important pour tout le monde, et j'espère que la jeune génération, nos enfants prendront le relais. Ça va tout droit quand même, hein. On voit un petit jeune, c'est le fils à Xavier, voilà, il y a ma fille il y a les enfants à Nicolas Cellier, il y a d'autres enfants, donc c'est bien, on leur confie des responsabilités, on évalue, puis on voit un peu si à un moment donné on peut aussi nous se mettre un peu en retrait. Parce que bon, la fatigue est là quand même, André. Tout à fait. Voilà. Allez, alors juste un mot. C'est déjà fini, André, moi. Non. Un mot pour tes... Pour les voisins. Non, pour tes volontaires qui sont là. Non, pour tes bénévoles quand même. Ouais. Allez, un mot pour eux. Un mot pour eux, comme je disais il y a 5 minutes, moi je suis fier du travail accompli quand même. Et puis fier d'être entouré par des gens quand même merveilleux. Merveilleux parce que c'est des journées qu'il faut encaisser. Hein. Nous on est là 10 jours. On est un noyau de 15-20 quand même sur 10 jours. Donc j'en pose des congés, donc c'est pas rien quoi. Donc je les remercie, je les félicite, je suis fier d'eux et que comme me disait Laurent il y a 5 minutes, que le combat continue quoi. Voilà. Alors bravo à ce noyau dur, hein. Voilà, ouais. Bien. Merci André. Allez, merci à toi Loïc et puis... C'est court aujourd'hui André. Non, allez. Non mais si tu veux continuer, tu peux. Non. Alors tu veux chanter, tu veux faire quoi? Non, je sais pas chanter André, moi. Moi je suis pas trop dans la chanson quoi. Voilà. Bon allez Loïc, allez, on se voit là-dedans et puis ça continue. Et voilà, vive le punk et que ça continue et voilà.
pardon, excusez-moi. J'ai essayé, mais mon solfège, il est pas fifou. Alors, si vous voulez revivre le festival, n'hésitez pas, notre magazine de la semaine lui est totalement consacré. Il ne faut surtout pas le rater. Sans transition, passons à une page d'histoire à l'occasion de la conférence sur Camille Desmoulins. Pas le lycée bien sûr, je vous parle du célèbre révolutionnaire français. Quelques élèves de M. Descamps ont planché sur le sujet et l'ont restitué à la médiathèque devant un auditoire très attentif. Un reportage de Claude Delcourte. Alors, je suis Carla de Vermeil et je suis élève de terminale générale à Camille Desmoulins. Mon professeur c'est Monsieur Descamps et avec lui on a organisé cette conférence à propos de Camille Desmoulins. Alors moi ma partie c'était de présenter la jeunesse et les études de Camille Desmoulins. Donc quelles études il a fait, donc des études de droit, de journalisme pour ensuite parvenir à être dans la révolution avec ses idées révolutionnaires. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Noah Paulvan et je suis en terminale générale également au lycée Camille Desmoulins. Et donc on a organisé cette conférence avec notre professeur d'histoire, géographie et géopolitique, Monsieur Descamps, en l'honneur de Camille Desmoulins. Et moi, mon sujet, c'était de parler de l'idée de républicanisme et la révolution. Alors est-ce qu'on pouvait être républicain et révolutionnaire en même temps? Et j'ai donc expliqué que Camille Desmoulins était au cœur de cette dualité complexe du coup. Ça nous a appris beaucoup de choses, des choses qu'on ne savait pas forcément sur Camille Desmoulins, des choses sur sa vie, que ce soit personnelle ou beaucoup de choses comme ça en fait. Ça peut nous aider pour nos prochaines études parce qu'on a travaillé, on a fait beaucoup de recherches et aussi parler devant tout le monde à l'oral, ça peut nous aider d'abord pour notre bac parce qu'on va passer à l'oral à la fin de l'année et aussi pour nos études futures, ça nous entraîne à faire des activités. Je m'appelle Axel Henbert, je suis en première A, je suis un élève de Monsieur Descamps. Alors moi c'est Lorraine Vitran, je suis en première A également au lycée Camille Desmoulins et je suis une élève de Monsieur Descamps aussi. Ça a été divisé en 4 parties, donc nous moi je fais la 3e, elle la 4e. Donc dans la 3e, moi j'ai parlé de la Révolution française, j'ai parlé de si Camille Desmoulins était un acteur majeur ou si c'était seulement un personnage secondaire. Historiquement, il a eu un rôle important, donc de motiver les Français à prendre la Bastille. Mais au fur et à mesure des années, je pense que son héritage s'est un peu perdu. Mais c'est grâce à des événements comme aujourd'hui que on peut se souvenir de lui et le faire passer d'un personnage secondaire à un acteur majeur. Alors donc moi j'ai terminé donc, la conférence et donc j'ai parlé de la postérité de Camille Desmoulins, l'après Camille Desmoulins. Donc j'ai parlé de la littérature, de l'art, des monuments, aussi de l'association de Guise. Pour savoir est-ce que aujourd'hui Camille Desmoulins est toujours, est-ce qu'on parle encore de lui ou est-ce qu'il est oublié? Alors, finalement, est-ce qu'on parle encore de lui? On parle encore de lui, mais pas assez à mon goût. Il n'est pas encore assez... Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. J'ai parlé donc de la statue de Guise, qui fait référence à la journée du 12 juillet 1789 où Camille Desmoulins est à Paris pour faire son discours devant la foule. J'ai aussi parlé donc de chaque année l'association de Guise qui fait devant cette statue tout un discours pour ne pas oublier Camille Desmoulins et tout ce qu'il a fait donc, pour la France. Alors préparer ce genre de conférence, c'est compliqué ou pas pour vous? Non, en soi ça va. C'est peut-être les recherches, trouver des documents, etc. qui peuvent être un peu longs à faire. Mais je pense qu'honnêtement ça a été. Voilà. D'accord? Je suis d'accord. C'est juste que parfois les sites ne disent pas la même chose. Mais à part ça, franchement, ça a été. Après, si besoin, Monsieur Descamps était là pour nous aiguiller ou pour nous dire si ça allait ou pas ce qu'on recherchait. Écoutez, c'était un très beau travail. J'ai été très content qu'on évoque la mémoire de Camille, puisqu'il a été, alors on n'a pas forcément les sources sûres, mais il est venu ici à l'école, dans sa prime enfance, mais on n'a pas de traces de manuscrits. Mais c'est vraiment un très beau travail et d'avoir remis en avant un révolutionnaire qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui. Voilà. C'est ce que vous faites au niveau de l'association à Guise? Alors on assure, oui, en effet, de rendre hommage, d'assurer la mémoire de Camille sur son lieu de naissance, donc à Guise.
Donc tous les ans, le 12 juillet, on organise une commémoration devant sa statue, à Place d'Armes, pour commémorer le fameux appel du Palais Royal qui a précédé la prise de la Bastille le 14 juillet. Une nouvelle exposition au Bureau d'information touristique. État d'âme, de l'impressionnisme à l'abstraction. Écoutons Jacques Deloche nous parler de sa passion et de son art. Un reportage de Claude Descourtes. Alors aujourd'hui, c'est une exposition qui s'est mise en place à la fin du mois et qui dure jusqu'au 2 juin. Donc à la demande du personnel, d'Angélique notamment, pour faire un moment d'exposition de peinture, m'a demandé mon concours. Alors j'ai amené là en partie mes dernières œuvres. Ce sont des toiles qui ont été peintes autour de Noël et janvier 2024. Alors d'où vient cette passion de la peinture? Dès mon plus jeune âge, j'avais une dizaine d'années. J'aimais peindre à côté de mon père, qui lui aussi était un peintre amateur, il n'avait pas fait les beaux-arts, rien. Et le dimanche, il peignait, c'était sa passion, la peinture à l'huile. Donc je me mettais près de lui et puis mon pinceau dans la palette. Je me souviens de ma première toile que j'ai fait à ses côtés. Il avait une boîte à tabac qui représentait une tête de chien. Alors le chien, c'était un genre épagnol, je me souviens. Et puis j'avais tendu mon châssis moi-même, j'avais fait une petite toile et puis lorsque j'ai fini ma toile, c'était bien une tête de chien qui apparaissait. Mais en réalité, d'un épagnol, mon épagnol ressemblait plutôt à un bulldog. Alors, encouragé par mon père, qui a apporté quelques retouches et puis tout, en disant, tu vois, la peinture à l'huile, ça se travaille mieux que la peinture à l'eau. Comme dit le proverbe, c'est bien plus joli que la peinture à l'huile, mais c'est moins difficile que la peinture à l'eau. La peinture à l'eau, une fois que je dirais, ça prend très vite, ça sèche très vite et c'est difficile d'y revenir. Que la peinture à l'huile, si on n'est pas dans les tons ou on a une retouche à faire, ça vient. C'est plus facile. Or, ensuite, je suis rentré à l'âge de 12 ans et demi en 6e, ici au CES de Le Cateau. Là où j'ai rencontré, j'ai eu pendant 3 ou 4 ans le même professeur de dessin, Mademoiselle Bellemare, qui sortait des Beaux-Arts et qui m'a encouragé beaucoup à voir mes dessins et ma peinture, ce que je travaillais en cours et tout, à persévérer. Mademoiselle Bellemare avait une autre qualité aussi de professeur, elle faisait des concours de Miss régionales, c'était une très belle dame. Et malheureusement, j'ai vu sur Internet il y a quelques semaines qu'elle n'était plus de ce monde. Mais bon, c'est elle qui m'a aussi laissé beaucoup d'inspiration pour la peinture. Alors, des gens comme mon père, comme Mademoiselle Bellemare, que je remercie beaucoup pour... Alors, évidemment, avec ma carrière professionnelle d'ancien policier municipal, je ne peignais pas régulièrement. Évidemment, quand on est dans un métier comme ça, les dimanches, les jours de fête, ça passe un peu à côté des... Donc, puisqu'on est toujours en première ligne dans quelles que fussent les manifestations. Or, maintenant que je suis en retraite, je dirais l'inspiration m'est revenue beaucoup. D'autant plus que quand j'étais en vacances, je prenais toujours ma caméra ou mon appareil photo. Je peins beaucoup d'après, on ne me voit pas peindre dans la rue par exemple, mais je peins beaucoup d'après des photos souvenirs, des temps de vacances que j'ai pu découvrir sur la métropole française et aussi un petit peu à l'extérieur, l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, la Belgique, la Suisse, voilà. Alors ici, j'ai représenté un vol de mouette. Ça n'a pas été pris sur un lieu.
C'est une composition qui m'est venue comme ça, une inspiration au sud de la mer. Donc je l'ai appelé, pour la petite boutade, pour les gens qui connaissent et maîtrisent l'allemand, oiseau, en allemand ça se dit Vogel. Alors bien sûr, j'ai mis une petite touche de plaisanterie sur l'œuvre de ma toile que j'ai intitulée Vogel les mouettes. Voilà. Alors ici, par exemple, on a une marée basse sur l'île de Noirmoutier, une partie de l'île de Noirmoutier qui s'appelle l'Herbaudière, à marée basse. Donc les barques qui attendent la marée haute, les pêcheurs attendent la marée haute pour repartir. Ici, celle-ci appelée le clown Bobos. Le clown Bobos, c'est quand mes enfants étaient petits, je leur racontais des histoires de cirque et je leur montrais des personnages, des funambules, des trapézistes, des dompteurs, et puis notamment les clowns qui sont quand même toujours numéro 1 dans les cirques. Celle-ci, c'est un souvenir de la Camargue, parce que j'ai aussi pris des vacances en Camargue, visiter les arènes de Nîmes, par exemple. Alors, c'est un taureau camarguais au cours d'une corrida, quoi, hein, où j'ai vu que même des mises à mort, ça existe encore. Et puis, quelquefois, c'est pas toujours le matador qui gagne, hein, ça arrive que ce soit le taureau, mais bon, c'est une activité qui me plaît pas tellement, mais que je voulais montrer ce qu'un animal, notamment les taureaux, pouvait quelquefois subir. Voilà. Alors ici, le hara, qui est l'affiche de l'exposition. Le hara est une race de perroquets très colorés. Et donc, mon frère, étant jeune, avait un perroquet. Alors j'ai voulu retrouver aussi encore un peu l'image de ma jeunesse, quoi, de ce que j'ai connu. Ici, la préparation des marchés de Noël de Strasbourg. Donc on voit le Père Noël accroché ici à l'étage, à la fenêtre. C'est dans la région de... C'est Strasbourg même. La photo a été prise à Strasbourg, sur une petite place, où les gens s'en vont pour le marché de Noël. Alors ici, une œuvre qui commence à rentrer un petit peu dans l'abstrait. On remarquera que les personnages sont moins figuratifs qu'ailleurs, quoi, hein. À la demande de mes enfants, en disant « Tu peins toujours des scènes ou des tableaux qui ressemblent à de la peinture photo ». Ben oui, parce que je peins beaucoup à partir de photos. Alors là, j'ai voulu faire un petit peu, rentrer dans l'abstrait. Alors j'ai appelé cette petite toile Marchons sous la pluie, hein. On voit le reflet des personnages et des arbres dans le sol mouillé. Bon, ici c'est un paysage provençal où on retrouve encore les maisons tantôt en terre, en pierre, avec des couvertures en grosses tuiles rouges. Alors c'est un monsieur retraité certainement, qui part promener son chien. Alors là, c'est le marché aux fleurs de la Guérinière. La Guérinière étant aussi une partie de l'île de Noirmoutier, là où il se trouve un camping municipal, un marché,
des moulins même, on y trouve un peu de toutes sortes, et puis c'est une photo qui a été prise lors d'un marché, quoi. Alors là, on a le Sacré-Cœur, la montée, le Sacré-Cœur en fond. C'est une petite rue de Paris qu'on emprunte pour monter au Sacré-Cœur, et où on y rencontre toutes sortes d'artistes, des musiciens, des peintres. En fait, on a Montmartre. C'est ça, c'est Montmartre. Voilà. Et puis ici maintenant on revient un petit peu plus près des côtes. C'est Fort Mahon. C'est une image quelconque, hein. C'est imaginé, hein. Disons que c'est dite la dame de Fort Mahon qui se fait bronzer. Alors il faut croire que le soleil était bon parce qu'on voit les différences de bronzage. Voilà. Alors, de l'autre côté, comme je disais, mes enfants me demandent de peindre ce qu'eux ils appellent la peinture moderne. Alors, j'ai été chercher un petit peu dans le style Picasso, ouais, pour réaliser ces 2 toiles. Et j'en ai encore d'autres en projet, notamment des chevaux, des oiseaux encore. Et pour leur faire plaisir, disons, faire de la peinture moderne. Alors, on peut aussi parler du travail préparatoire juste ici qu'on peut... Oui, alors oui, ce matin, avant de venir, j'ai tracé un châssis. Alors, un châssis que j'intitule « C'est la baie de Somme », ça représente la baie de Somme. Donc ce que je dirais la Picardie maritime, et pour moi c'est les abords de Cailleux-sur-Mer, hein, puisqu'à Cailleux même il n'y a pas de phare, hein. Et puis donc c'est une petite commune à côté c'est les abords de Cailleux-sur-Mer, voilà, qui sera bientôt peinte, et puis pour ma prochaine exposition. Alors, Monsieur Deloche, ça vous fait quoi d'être exposé à l'Office du tourisme? C'est la seconde fois à l'Office du tourisme. J'ai déjà exposé 2 ou 3 fois à la bibliothèque municipale. Et là, c'est la 2e fois sur invitation d'Angélique que j'expose à l'Office du tourisme. C'est très plaisant. La dernière fois, il y avait même un livre d'or, quoi, je dirais, qui était ouvert aux visiteurs, et j'ai remarqué qu'il y avait des bonnes annotations et des encouragements à persévérer dans ce sens. Alors voilà pourquoi je réitère, en espérant que l'année prochaine et encore pendant 10 ou 15 ans que je puisse exposer en ces lieux. Ça sera la santé qui me le dira, parce que j'arrive maintenant à 73 ans, et puis j'ai encore d'autres activités, hein, le jardinage, le bricolage, oui, de quoi faire. Je dirais que ma retraite passe très vite, le temps passe très vite. Je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais sur une journée de travail. Comme ça. Comme ça, nickel. Oh, pardon, je faisais ma petite expo à moi aussi pour décorer un petit peu. C'est avec un grand plaisir et en exclusivité que l'on vous fait découvrir les coulisses de l'exposition Playmobil de Bertry. Rencontre avec les exposants, parmi lesquels un cartésien bien connu. Il nous fait découvrir sa passion des Playmo, une passion de tous les âges. Bonjour à tous, donc on se trouve actuellement à la salle des sports de Bertry pour l'exposition Playmobil qui s'est déroulée les 11 et 12 mai 2024. Et donc on va vous emmener avec nous pour suivre l'exposition, l'installation des expositions de différents dioramas, comme ici la salle, l'Arche de Noé ou encore là-bas Pirates des Caraïbes. Bonjour, donc je suis Dominique Poulain, un cartésien qui est en exposition ici à Bertry, où je présente le thème de la synthèse des 5 films Pirates des Caraïbes. Donc dans Pirates des Caraïbes, vous avez différentes scènes qui sont en fonction des films que vous voyez. Donc la scène
Des pirates zombies dans le premier. Ici, vous avez la fin du 3 où Barbossa, le héros, le méchant du premier film, commence à renaître à la vie. Vous avez le début du 3 où vous avez Jack Sparrow qui est à la manoir et qui est chez les cannibales. Puis au fur et à mesure que vous filtrez au niveau des scènes, vous voyez les scènes les plus importantes du film Pirates des Caraïbes. Donc vous avez l'île de Tortuga, l'île de Port-Royal avec le fort, et vous avez toute l'imagination de Disney dans le monde de Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow. Et comment vous êtes né cette passion pour les Playmobil? Ben, ça fait déjà depuis 2017 que je me suis mis dans le bain, grâce à ma fille, qui au départ venait dans les expositions pour prendre des animaux. Après on a fait un petit zoo. Le petit zoo de 8 mètres carrés est actuellement un petit zoo de 40 mètres carrés que j'ai présenté 2 fois ici à Bertry en 24 et 32 mètres carrés. Ensuite, j'ai à mon actif une vingtaine de dioramas présentant des mondes divers, comme par exemple le monde romain, que j'ai présenté ici, les films d'aventuriers, Indiana Jones, Lara Croft. Ensuite, l'année passée, j'avais rapporté aussi Astérix, que j'avais fait le village complet par rapport à la bande dessinée du Derzo. Et actuellement, j'ai encore d'autres projets qui commencent à fuser au fur et à mesure. Et j'ai des dioramas qui commencent à grandir. Là, pour l'instant, ici, le Pirates des Caraïbes, c'est la première fois que je le mets. Il fait déjà 24 mètres carrés, 3 mètres sur 8. Et je pense que ça va se développer peut-être en 4 mètres sur 8. Mais on verra ça pour l'avenir. Cette grande collection donc, qui représente différents thèmes représente à peu près combien de sujets en tout? C'est incalculable. Alors, au niveau des sujets qu'on présente en fonction des différents dioramas, vous avez énormément de personnages. Après, beaucoup de gens me posent la question, vous en avez pour une fortune. Je ne compte pas. Pourquoi? Parce que le prix que vous avez en exposition ici est totalement différent que du prix que vous avez dans les magasins. Ici, vous avez alors ça varie les prix, mais vous avez quand même 40% ou 50% moins cher. Donc après, on fait des échanges entre collectionneurs, après on fait pas mal de choses qui fait que, bon, au niveau des choses que vous voyez, bon, il y a des choses que j'ai accumulées depuis 7 ans. Et au fur et à mesure d'une expo à l'autre, je prends par exemple une caisse d'un diorama que je rajoute dans les différents dioramas. Et après, on voit différentes choses qui, après, rend un résultat assez intéressant. Et ça prend combien de temps pour installer un diorama de cette taille-là? Alors celui-ci, c'est la première fois que j'ai fait, je l'ai fait en 10 heures. Généralement, j'ai un petit zoo de 40 mètres carrés que je mets en 24 heures, en 20 heures. Et ensuite, j'ai un autre diorama, 16 mètres carrés, c'est 5 heures. Donc à peu près plus ou moins des heures de, je dirais pas de travail, d'amusement. D'accord. Et donc vous faites régulièrement des expositions comme celle-ci? Régulièrement, non. J'essaye avec un métier qui est assez prenant, les Playmobil me servent de choses, d'exercices, de la fatigue et tout ça, ça me remet en quinquance. Et puis systématiquement, vous avez les choses que j'imagine beaucoup et puis que ça lave la tête. Et heureusement que j'ai ça parce que en ce moment, avec les circonstances, c'est pas toujours évident. Donc ce diorama sur les Pirates des Caraïbes, est-ce que vous le faites évoluer d'une journée à l'autre Il y a toujours un diorama, normalement pour moi, ne doit pas rester stoïque. Il doit s'amplifier, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses qu'on a oubliées, des détails. Par exemple, pour Pirates des Caraïbes, j'ai visionné les 5 films 10 fois. Pour être systématiquement juste au niveau des détails que vous présentez. Par exemple, la boule en os avec les pirates dedans, bon ça je l'ai fait évoluer
Au départ, je voulais faire des os en Playmobil, mais coller ça marche pas. Donc j'ai fait une supercherie en prenant une boule de Noël. J'ai mis 2-3 os, 2-3 pirates dedans, et puis ça fait quelque chose de bien. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un peu tout votre diorama en nous le faisant visiter? Je vous présente, là ici c'est la scène du 3 où vous voyez un petit peu les pirates venir demander conseil à Cassiopée. Et puis ensuite vous avez là systématiquement à l'intérieur les différentes pirates qui sont en train de chercher les dernières pièces dans le premier. Là, ce que vous voyez là-bas, c'est dans le 3 où vous avez l'attaque des sirènes pour pouvoir apprendre une sirène pour la fontaine de Jouance avec les 2 calices. Et dans cette scène-là, vous avez la scène phare, entre guillemets, du phare qui explose et que les pirates arrivent de récupérer les sirènes. Et les sirènes essaient de récupérer les pirates pour les attaquer. Et là, après, vous avez la scène de Tortuga. Donc dans Tortuga, vous avez la cantine avec la bagarre des pirates. Et vous avez plusieurs scènes où vous avez l'activité, par exemple un pirate en train de pêcher à la dynamite. Un autre qui va essayer de faire du sushi avec son requin. Et vous avez à l'intérieur plusieurs petites scènes dissimulées où après vous avez l'attaque du Kraken. Donc l'attaque du Kraken c'est dans le 2 et le 3. Et après vous avez la bataille entre deux bateaux pirates où ça commence à fusionner au niveau des canons et des personnages. Et ensuite on rentre là-bas, vous voyez Jack Sparrow venir dans le 1 au tout début avec son bateau qui fuit. Devant les personnages où il salue les pirates pondus. Et ensuite là vous avez la scène normalement de la fin du premier où Jack Sparrow est prêt à l'échafaud, où un des héros essaye d'envoyer son épée pour qu'il puisse repartir avec le perroquet, bien sûr, de Monsieur Cotton, un des pirates appartenant à l'équipe de Jack Sparrow. Et là vous avez la partie du 5 qui n'est pas encore finie, où vous avez l'attaque de la banque et la récupération du coffre qui va se vider au fur et à mesure de l'avenue. Et à un moment donné, la banque explose parce qu'elle passe sous un pont. Mais là pour l'instant c'est pas fini. Et là vous avez la maison du gouverneur. Donc la maison du gouverneur où c'est un petit peu assez le contraste entre le monde des pirates et le monde de la bourgeoisie du XVIe et XVIIe siècle. En plus, après on repasse au niveau du fort où on voit certaines scènes avec... donc là c'est la partie où les pirates... donc là on voit normalement l'indomptable qui risque, quand le héros va arriver, à essayer de le chipper. Et puis après, vous avez plusieurs scènes qui montrent par exemple là, l'île de la Tortue où le pirate avait un pistolet pour s'il était déterminé à se suicider. Et là, vous avez plusieurs scènes cocasses du monde de Pirates des Caraïbes et de la piraterie des Caraïbes dans le XVIIe siècle. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Bonjour, alors je vais faire la guerre de Troie. Ok. Donc votre passion pour les Playmobil, elle vous vient depuis combien de temps? Depuis déjà pas mal d'années. J'aimais bien déjà étant enfant et avec les enfants, du coup, j'ai repris la passion. Donc on peut donc dire que c'est une passion familiale On peut dire, oui. Donc vous avez dit que vous allez nous présenter la guerre thème de Troie. La guerre de Troie. Cela, ça représente combien de sujets à peu près? Je les ai pas comptés, mais je pense que on n'est pas loin des 600, 700.
600-700 pièces, ok. Et ça vous prend combien de temps à installer? La journée. La journée? Pourquoi 3? Parce que j'aime bien l'histoire, l'ancien temps, les guerres. C'est des thèmes que j'aime bien. Bonjour, je m'appelle Patrice. Je fais partie de l'association Plein No More, une asso qui est basée à Templeuve en Pével, dans le Nord. D'accord. Et qu'allez-vous vous proposer durant ce week-end d'exposition? Ce week-end, je vous propose l'Arche de Noé, qui est exposée normalement pour la dernière fois. Et ça vous prend combien de temps à installer un diorama comme celui-ci? On va dire 2 heures, 2 heures et demie à peu près, à 2, tranquillement en fait. Et donc comment est née votre passion pour les Playmobil? La passion des Playmobil est venue parce que mon voisin, il m'a embrigadé dans les Playmobil, lui qui y était déjà. Et puis du coup je suis parti dedans, je suis tombé dedans et voilà quoi. Est-ce que c'est une passion familiale, donc est-ce que vos enfants également sont fans de Playmobil? Ma femme me donne un coup de main, puis ma fille, une de mes filles aussi. Parce qu'après ça dépend les dioramas qu'on fait, le temps de travail pour le préparer quoi. Hein. Et vous avez différents thèmes de diorama, par exemple là vous avez l'Arche de Noé, est-ce que vous en avez d'autres? Oui, ici j'ai exposé Harry Potter. Il faut savoir qu'Harry Potter n'existe pas en Playmobil. Hein, j'avais fait le château avec la forêt et le Quidditch. Il était là il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il était exposé ici. Est-ce que vous savez combien... Oh, pardon. Et après, j'ai encore un thème Pâques, sur Pâques, qui est prêt, quoi, en fait. Et puis là, on est en prévision d'en refaire un nouveau. Est-ce que vous savez combien de sujets ça représente, tous ces dioramas? Je compte pas. C'est comme toute passion, on compte pas. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite donc de ce diorama sur l'Arche de Noé? En fait, là, le bateau, en fait, c'est 2 Arches de Noé Playmobil que j'ai dû couper puis que j'ai rassemblé parce que je trouvais que le bateau lui-même, il est un peu court. Et là, j'aurais même voulu qu'il soit un peu plus grand et un peu plus long et un petit peu plus large. Mais bon, j'ai été pris un peu par le temps quand je l'ai fait. Mais après, on a essayé de mettre un maximum d'animaux. Mais tous les animaux, j'ai pas tous les animaux qui existent chez Playmobil. J'ai pas le fourmilier par exemple qui vient de sortir seulement. Mais on a essayé de faire un maximum qui ait au moins un couple de chaque animal. Donc voilà, on espère que cette visite donc différents dioramas vous a plu. Donc ce fut un reportage de Claude Delcourt et Brian Acomblé. Eh bien, il y a pas mal de nouveautés cette année. Ça promet pour l'année prochaine. Oh, excusez-moi, j'étais en train de regarder. J'adore les Playmobil. En tout cas, j'espère que vous avez été nombreux à découvrir cette exposition et surtout les divers et nombreux dioramas. Nous terminons le journal avec notre traditionnel archive de Beffroi-Vision. Nous avons débuté le journal avec les 20 ans du festival Zik en Stock. Eh bien, je vous propose de découvrir la première édition du festival, bien plus calme. Quoique, attention, nostalgie et coup de vieux garantis. Attention à vous. Festival Zik en Stock. Les scatésiens en forme. Bienvenue à tous, bienvenue au nom du Festival Zik en Stock. Pour tout le staff, merci d'être venus. Donc ce soir, un festival digne de ce nom, un festival du Cateau. Cambrésis. Jusque-là, t'es bon, 59 360. Avec des groupes exceptionnels d'un renom international, dont les Scarface. C'est pas nous, hein. Les Credibies, les Pampanizza Circus, et un groupe bien de chez nous, les Scatésiens. C'est bon. L'impression que j'ai d'abord aller boire un coup,
parce que quand même il fait soif d'être sur scène. Le public est chaud ce soir. Et faut rester pour voir les prochains. Alors à tous ceux qui sont pas venus là, eh ben c'est pas bien parce que bon, c'est bien amusé ce soir. Voilà, salut. Attention. Bah moi je suis le régisseur, un des régisseurs, donc le seul qui a bien voulu passer à la télé. C'est le plus beau, c'est pour ça. Voilà, évidemment stressé parce que c'est notre premier festival. Pour l'instant, apparemment, les gens se déplacent, mais il est encore trop tôt pour dire si c'est une réussite totale. On devait faire mexicain. Mais c'est pas grave, on commence la coréen, d'accord les copines? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est le ska? Alors moi je suis spécialiste pour dire des conneries dans le groupe, donc je suis bien choisi. Le ska c'est de la musique qui date des années 50. C'est bien déjà. Qui date des années 50 à peu près, avant le reggae. Nous avons eu notre ami Bob Marley qui a commencé à l'âge de 15 ans, 16 ans de jouer ça, c'est ça à peu près? Ah oui, Dominique. Au moins, voilà. Et puis c'est devenu après dans les années 70 en Angleterre, beaucoup plus connu par nous les Européens. Et puis ben voilà, après on a continué. Tu parles bien quand tu veux. Voilà, c'est tout. C'est à moitié faux, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. À moitié faux, juste, voilà. C'est très bien, très beau les Catésiens. Un bon groupe. Un bon festival, une bonne ambiance. Tous les gens sont heureux et voilà quoi. Vous aimez le ska en général? Je suis un amateur de ska, oui. On peut quand même dire que c'est bien, ils font bouger du monde dans le coin, quoi. C'est bien, c'est une valeur sûre, quoi. C'est un parole d'organisateur en fait. Puis bon, c'est de la bonne musique, le ska c'est très très bien, il n'y a pas de raison quoi. Biker ou pas biker, c'est la musique qu'on écoute. Hein. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il est à venir à Neuvilly? Alors, il est à venir une concentration le 3 et 4 juillet, donc c'est notre 3e. Et bah, ça démarre samedi à midi jusqu'au dimanche soir, quoi, avec 3 groupes, striptease, show érotique, feu de Saint-Jean, balade. Et on va faire un petit plaisir à Mazarguin, on va leur dire un petit coucou pour la bénédiction des véhicules dimanche à 11h30. Voilà, en fait, nous aussi on organise des concerts, c'est aller sur cambreconcert.tk, www.cambreconcert.tk. Voilà, merci. Entre deux clients, qu'est-ce que vous en pensez à l'heure du festival, Madame Angers? Pour le moment, on attend encore beaucoup de personnes qui doivent arriver incessamment sous peu. Mais pour le moment, tout se passe bien. L'atmosphère est impeccable, le décor magnifique. Et qu'est-ce que vous pensez plus particulièrement des Skatésiens? Les Skatésies, c'est un groupe super qui demande à être connu. Parce qu'évidemment, quand on n'est pas trop habitué, mais je pense qu'il fera son chemin. Vraiment, moi, il m'épate parce que bon, je les connaissais pas, mais maintenant je viens de les découvrir et je vous assure que déjà ils ont leur public et nous on est devenus fans, hein, Lucette. Voilà. On vous a tous fait croire. Et quand vient la nuit de noir. En effet, 20 ans, ça passe très vite. Et j'espère que vous avez reconnu certaines personnes ou que vous vous êtes reconnus.
Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. Je vous souhaite une très bonne journée et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos divers réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, surtout pour la rediffusion. Et un grand merci à vous tous, à votre fidélité. Au revoir et à bientôt sur BFroVision.